J'ai passé 17 années à classifier des organismes Xenos pour le Magos Biologie Vétrin, documentant ce que l'Ordoxenos ordonnait détruit sans examen. Les tyrannides définissent cette séparation entre étude et anéantissement. Ils ne possèdent pas de vie au sens où l'impérium la conçoit. Pas d'âme individuelle, pas de volonté personnelle, pas de mort qui signifie cessation. Ce que j'ai observé dans les cuves de confinement, ce que j'ai mesuré dans les spécimens prélevés sur Octarius, Tarsis Ultra et les mondes dont les noms ont été purgés des archives, révèle une contradiction biologique qui fait vaciller les fondements de la taxonomie impériale. Chaque organisme fonctionne simultanément comme individu autonome et cellule d'un méta-organisme galactique. La conscience n'habite pas leur corps, elle les traverse. Les flottes ruches ne conquièrent pas, elles digèrent. Et ce qui reste après leur passage n'est pas un monde mort, mais un monde dont la mort elle-même a été consommée, convertie en biomasse pour sustenter une fin qui précède peut-être l'impérium lui-même. J'ai disséqué mon premier ormagon dans les sous-niveaux du biologiste sur Kalt, 3 jours après que les ultramarines l'aient extrait d'une masse d'assaut qui avait traversé les défenses du secteur Kintarn. Le spécimen mesurait 2,40 m, pesait 107 kg et possédait 92 organes distincts selon la nomenclature standard. Aucun n'était superflu. Le système digestif occupait 17% de la masse corporelle, capable de décomposer du roc-béton, de la chair humaine, du prométhium non raffiné et ses propres tissus endommagés avec une efficacité identique. Les glandes adrénalines synthétisaient 12 composés stimulants différents selon les signaux neuronaux reçus. Je notais ceci comme adaptation remarquable. Le Magos Vétrin le nota comme preuve d'ingénierie génétique délibérée antérieure à l'impérium. Nous avions tous deux tort, l'organisme n'avait pas été conçu. Il s'était manifesté. Les carapaces contenaient des structures cristallines que nos cogitateurs ne pouvaient classifier. Chitine, certes, mais imprégnées de composés organométalliques qui se réorganisaient sous contraintes mécaniques. J'appliquai 7 tonnes de pression sur un fragment de 3 cm. La structure se rigidifia en réponse, puis développa des formations épineuses qui n'existaient pas lors de l'extraction. Post-mortem. Ceci violait chaque principe de biologie impériale. Les tissus morts ne s'adaptent pas. Pourtant, les échantillons prélevés continuaient de réagir aux stimuli pendant 48 heures après séparation du corps principal, comme si la mort elle-même nécessitait l'autorisation d'une intelligence supérieure. Je soumis un rapport demandant clarification théologique sur le statut d'âme d'organisme dépourvu de signature warp individuelle. L'Inquisition confisqua mes notes. Le Magos m'ordonna de continuer sans attendre réponse. Nos cuves de confinement contenaient 23 spécimens prélevés sur 7 mondes différents. Chaque ormagon présentait des variations anatomiques subtiles. Celui d'Octarius possédait des glandes venimeuses que celui de Tarsis Ultra ignorait. Celui de Graia exhibait une musculature des membres inférieurs 32% plus dense, adaptée à la gravité élevée de ce monde perdu. Il n'avait pas évolué au sens darwinien. La flotte ruche avait produit des organismes spécifiques pour des environnements spécifiques avec une précision que nos magibiologistes mettèrent des décennies à comprendre. Je documentais 16 systèmes d'armes biologiques différents répartis entre des créatures morphologiquement identiques. Le terme « espèce » perdait toute signification. Il représentait des configurations temporaires de biomasse orientées vers des fonctions tactiques immédiates. Le système nerveux révélait l'horreur la plus profonde. Chaque ganglion neural contenait des récepteurs synaptiques orientés non vers le cerveau rudimentaire du spécimen, mais vers l'espace vide au-dessus de la cuve. Mes instruments détectaient des émissions psychiques résiduelles, trop faibles pour constituer une présence warp, trop structurée pour être du bruit. Les tyrannides ne pensaient pas, ils recevaient. Quelque part, au-delà de notre compréhension, une intelligence utilisait ces corps comme nous utilisions des serviteurs. Sauf que les serviteurs conservaient des fragments d'humanité dans leur cerveau lobotomisé. Les ormagons n'avaient jamais possédé d'individualité à perdre. Leur conscience était location,
non possession. Les guerriers tyrannides que nous reçûmes d'Ishar IV obligèrent le Magos à réviser ses protocoles d'isolement. Ces créatures mesuraient 4 mètres, portaient des canons biologiques intégrés dans leurs avant-bras et manifestaient ce que nos rapports désignaient pudiquement comme autonomie tactique limitée. Je découvris la vérité en observant leur comportement dans les cuves séparées. Isolé, le premier spécimen demeura immobile pendant 11 heures, puis entreprit de dévorer ses propres membres avec une méthodologie qui suggérait non la faim, mais l'exécution d'un protocole. Il consomma 43% de sa masse corporelle avant que ses fonctions vitales ne cessent. Nous interprétons cela comme autodestruction programmée. L'autopsie révéla que son cerveau s'était littéralement liquéfié, les tissus neuronaux se dissolvant dans un processus enzymatique qui ne correspondait à aucune pathologie répertoriée. Le second spécimen, maintenu dans une cuve adjacente à distance de 13 mètres, survécut 96 heures en état catatonique. Ses signes vitaux persistaient, mais toute activité neuronale supérieure avait cessé. J'insérais des électrodes dans les ganglions principaux. Les lectures indiquaient des impulsions électriques répétitives, identiques toutes les 7 secondes, comme un vox transmettant sur une fréquence vide. Il cherchait une connexion qui n'existait plus. Lorsque nous plaçâmes les 2 spécimens survivants dans la même cuve, la transformation s'opéra en 93 secondes. Leurs cerveaux se réactivèrent simultanément. Ils adoptèrent une formation de combat sans communication observable, l'un couvrant les angles que l'autre ne surveillait pas, leurs mouvements synchronisés avec une précision qui dépassait celle des escouades Space Marines les mieux entraînées. Le Magos théorisa l'existence d'un réseau psychique contraignant. Je préférais le terme « laisse ». Les créatures synaptiques supérieures, guerriers, carnifex, tyrans de ruches, projetaient un champ d'influence mesuré en kilomètres, à l'intérieur duquel les organismes inférieurs fonctionnaient comme extension directe de leur volonté. Hors de ce champ, ils redevenaient viande. Nos expériences confirmèrent cette topologie cauchemardesque. Nous exposâmes un ormagon à des stimuli progressivement violents, chaleur extrême, décharge électrique, ablation chirurgicale, en présence puis en absence d'une créature synaptique. Connecté, le spécimen tolérait des dommages qui auraient tué un humain 3 fois, ces systèmes biologiques compensant avec une efficacité surnaturelle. Sevré de synapses, il mourait d'une brûlure superficielle par défaillance systémique généralisée, comme si son corps oubliait comment maintenir l'homéostasie. J'identifiais alors la nature véritable de leur existence. Les tyrannides ne mouraient pas de leurs blessures, ils mouraient d'abandon. Chaque organisme constituait un investissement de biomasse que la flotte ruche maintenait tant qu'il servait une fonction. La synapse n'était pas communication, elle était permission de continuer. Les rapports de bataille décrivèrent des essaims entiers s'effondrant instantanément lorsque les Astartes éliminaient les créatures synaptiques centrales. Nous pensions cela victoire. Je compris que c'était comptabilité. La flotte ruche cessait simplement d'allouer des ressources métaboliques à des unités devenues tactiquement inutiles. Leur effondrement représentait non la mort, mais la révocation d'une autorisation d'exister qui n'avait jamais été la leur. Les implications théologiques empêchaient le sommeil. L'ecclésiarchie enseignait que l'âme humaine persistait au-delà de la chair, promesse de l'empereur. Les tyrannides démontraient l'inverse terrifiant. La conscience sans âme, l'action sans volonté, l'existence comme état révocable, accordé par une intelligence qui considérait la vie individuelle comme nous considérions les munitions. Jetable, mesurable, optimisable. Le Magos y voyait une efficacité à étudier. Je documentais une horreur que l'Imperium avait peut-être déjà commencé à imiter dans ses propres institutions. Nos serviteurs différaient des ormagons seulement par l'origine de leur biomasse. Les deux obéissaient à des volontés qui n'étaient pas les leurs. Les deux cessaient de fonctionner quand ces volontés se retiraient. Je notais cette observation dans mon journal personnel, jamais dans les rapports officiels. Le Magos Vétrin conservait des échantillons atmosphériques prélevés sur 42 mondes touchés par les incursions tyrannides,
stockés dans des cylindres de stase marqués uniquement par leurs coordonnées galactiques. Les noms planétaires avaient été expurgés après que l'Administratum déclara ces territoires perdus au-delà de toute récupération possible. J'analysais le contenu de ces cylindres durant 8 mois, cherchant des marqueurs biologiques communs qui pourraient me prédire les vecteurs d'attaque futurs. Ce que je découvris n'était pas une signature d'invasion, mais un processus de transformation si méthodique qu'il suggérait non la guerre, mais l'agriculture. Les premières atmosphères prélevées lors des phases initiales d'invasion contenaient des concentrations normales d'oxygène, d'azote, de dioxyde de carbone. Les échantillons extraits 40 jours plus tard montraient une composition chimique que nos cogitateurs ne pouvaient réconcilier avec la vie telle que l'impérium la définissait. L'air lui-même devenait nourriture. Les spores tyrannides, libérés par les organismes d'avant-garde, saturaient l'atmosphère en particules mycéliales microscopiques qui décomposaient tout composé organique en suspension. Pollen, bactéries, cellules cutanées humaines, particules fongiques, chaque fragment de biomasse flottant dans l'air subissait une digestion aéroportée, convertie en nutriments absorbables par les structures capillaires que les tyrannides établissaient dans la canopée et les strates souterraines. Les populations planétaires respiraient littéralement leur propre dissolution progressive, inhalant des enzymes qui commençaient la décomposition depuis l'intérieur de leurs poumons. Les rapports médicaux d'Octarius mentionnaient des taux de maladies respiratoires augmentant de 1700% durant les 3 premières semaines d'invasion. Nous pensions cela secondaire au stress du combat. C'était la flotte ruche prédigérant sa biomasse encore vivante. Les échantillons de sol racontaient une histoire plus complète. Le premier cylindre provenant de Tyran Primus contenait une terre riche, analysée comme optimale pour l'agriculture impériale, selon les standards du Departamento Munitorum. Le dernier échantillon, prélevé par un serviteur sonde 6 mois après le retrait des forces de défense, ne contenait plus aucun composé organique détectable. Pas de bactéries, pas de vers, pas de racines mortes ni de spores dormantes. La structure minérale elle-même avait été altérée, certains silicates réorganisés en formations que je ne pouvais expliquer qu'en supposant une digestion géologique. Les tyrannides ne laissaient pas de désert, ils laissaient des planètes réduites à leur squelette atomique, dépouillées de tout ce qui avait porté ou soutenu la vie durant des milliards d'années d'évolution. J'obtins accès aux relevés orbitaux classifiés de 3 mondes post-invasion, images que l'Inquisition gardait sous sceaux multiples. La première série montrait Hal Prime avant l'arrivée de la flotte ruche Behemoth, océan bleu, continent vert, formation nuageuse standard. La seconde série, capturée 90 jours après confirmation de l'invasion, révélait une planète dont la couleur dominante était un violet maladif, des réseaux capillaires organiques s'étendant depuis des structures centrales massives que nos analystes identifiaient comme tours de digestion hautes de plusieurs kilomètres. La troisième série, prise après l'extinction totale des signes d'activité tyrannide, montrait une sphère gris-brun dépourvue d'atmosphère, sa surface lisse et morte comme celle d'une lune stérile. 4 milliards d'humains avaient vécu sur Hal Prime. Désormais, même les fossiles de leurs ancêtres avaient été consommés. Les flottes ruches n'exterminaient pas, elles moissonnaient. Chaque monde représentait un champ cultivé jusqu'à l'épuisement absolu, ses réserves biologiques converties en biomasse mobile qui s'éloignait vers des proies futures. Les calculs du Magos suggéraient qu'une seule planète de classe jardin standard fournissait suffisamment de matière organique pour produire approximativement 300 000 organismes tyrannides de taille moyenne, plus les spores, les toxines et les fluides nutritifs nécessaires au transit vers le prochain système. L'efficacité de conversion dépassait 92%. L'impérium gaspillait, les tyrannides optimisaient. Cette pensée me visitait la nuit, avec une régularité qui perturbait mes cycles de repos. Nous combattions une forme de vie dont la logistique dépassait celle de l'administratum, dont l'efficacité productive surpassait celle du mechanicus, dont l'adaptation stratégique éclipsait celle des plus grands tacticiens de l'Astartes. Les derniers cylindres contenaient des échantillons prélevés sur des mondes partiellement dévorés, ceux où les forces impériales avaient réussi à repousser l'invasion
avant achèvement du cycle de consommation. Les analyses montraient que les tyrannides n'abandonnaient jamais complètement ces territoires. Des spores dormantes persistaient dans le sol à des profondeurs dépassant 300 mètres, attendant des conditions de réactivation que nos modèles ne pouvaient prédire. Sur Ishar IV, 7 ans après la victoire impériale proclamée, des fermiers rapportèrent des mutations dans leur bétail. Sur Tarsis Ultra, des plantes inconnues émergèrent dans les zones de quarantaine, leur structure cellulaire exhibant une génétique hybride qui mélangeait flore locale et architecture tyrannide. Les mondes touchés ne guérissaient jamais. Ils restaient infectés au niveau cellulaire, transformés en vecteurs potentiels pour de futures invasions. Je documentais 17 cas de récurrence tyrannide sur des planètes déclarées purifiées. L'Inquisition classifiait ces rapports, puis ordonnait l'exterminatus. Plus simple d'effacer ces mondes que d'admettre que notre compréhension de la victoire ne correspondait pas à la réalité biologique des tyrannides. Je passais mes nuits à contempler les cylindres, ces fragments d'atmosphère morte, essayant de concevoir ce qu'avaient ressenti les populations durant leurs derniers jours, respirant un air devenu poison, marchant sur un sol qui digérait leurs pieds, regardant le ciel se teinter de couleurs qui n'auraient jamais dû exister. L'ecclésiarchie proclamait que l'empereur protégeait. Les tyrannides démontraient que la protection avait des limites géographiques et qu'au-delà de ces limites, l'univers contenait des fins plus anciennes que la foi. Le Magos reçut un envoi de l'Ordo Xénos contenant des échantillons génétiques prélevés sur des spécimens tyrannides capturés lors de 3 invasions séparées du même sous-secteur, espacées de 27 puis 41 ans. Les coordonnées indiquaient le corridor d'Orphée, zone contestée, où la flotte ruche Kraken avait manifesté ce que les stratèges impériaux appelaient, avec une inquiétude croissante, apprentissage adaptatif multigénérationnel. Je séquençais les génomes en suivant les protocoles standards du biologie, m'attendant aux variations mineures documentées dans nos bases de données. Ce que les cogitateurs révélèrent violait chaque principe d'évolution que l'Imperium tenait pour axiomatique. Les modifications génétiques entre la première et la troisième vague d'invasion ne suggéraient pas une dérive génétique naturelle sur plusieurs générations. Elles démontraient une réécriture délibérée du code vital, en réponse directe aux tactiques de défense impériale employées lors des engagements précédents. Les Ormagons de la première invasion possédèrent une carapace chitineuse, standard, efficace contre les armes légères mais vulnérable aux bolters. Épaisseur moyenne, 17 mm. Composition, chitine organique renforcée par des structures cristallines basiques. Les forces de défense planétaires avaient éliminé 68% des organismes d'assaut à l'aide d'armes de calibre standard. Les Ormagons de la seconde invasion, 27 ans plus tard, exhibaient des carapaces de 24 mm incorporant des plaques osseuses secondaires disposées selon des angles optimisés pour dévier les projectiles cinétiques. Les rapports de bataille mentionnaient une augmentation de 42% du temps nécessaire pour neutraliser chaque organisme. Les Ormagons de la troisième vague possédaient des carapaces de 29 mm avec des inserts métallo-organiques qui dissipaient l'énergie d'impact, réduisant l'efficacité des bolters de 57% selon les données collectées avant l'effondrement des défenses. La flotte ruche se souvenait. Chaque défaite alimentait non seulement sa biomasse, mais sa bibliothèque tactique. Je découvris des séquences génétiques que nos instruments identifiaient comme marqueurs mémoriels, fragments d'ADN non codants, qui semblaient servir d'archives biologiques des rencontres précédentes. Ces segments contenaient des informations encodées sur les armes rencontrées, les environnements traversés, les tactiques adverses observées. Un organisme tyrannide portait dans ses cellules l'histoire comprimée de milliers d'engagements vécus par d'autres organismes sur d'autres mondes, digérés puis réinjectés dans le patrimoine génétique collectif. Ils n'apprenèrent pas par transmission culturelle comme les humains. Ils absorbèrent l'expérience directement dans leur génome, transformant chaque bataille en données évolutives immédiatement exploitables. J'examinais les glandes toxiques d'un lictor capturé sur Argonis Secundus. Les bases de données
indiquait que cette classe d'organismes produisait traditionnellement 3 neurotoxines différentes, suffisantes pour paralyser la plupart des formes de vie impériales. Le spécimen devant moi possédait 7 glandes distinctes, chacune synthétisant des composés adaptés aux physiologies spécifiques rencontrées sur ce monde. Une toxine ciblant les Space Marines ultramarines, dont la biologie améliorée résistait aux poisons standards. Une seconde contournant les filtres chimiques des gardes planétaires locaux. Une troisième neutralisant les détecteurs olfactifs des chiens de guerre utilisés par les forces de défense. Les tyrannides n'employaient pas de tactique générique. Ils produisaient des solutions biologiques sur mesure pour chaque adversaire, chaque environnement, chaque contexte tactique. Cette précision impliquait une intelligence observatrice, capable d'analyser, de mémoriser et de reconcevoir le vivant avec une rapidité qui dépassait nos capacités de fabrication mécanique. Le concept de génération perdait toute signification. Les organismes tyrannides ne se reproduisaient pas sexuellement. Ils étaient assemblés dans des bassins de biomasse liquide selon des modèles génétiques sélectionnés par l'intelligence directrice de la flotte ruche. Le temps séparant la conception d'un nouvel organisme de sa déploiement sur le champ de bataille se mesurait en heures pour les formes simples, en jours pour les créatures complexes. Un monde pouvait affronter une première vague d'invasion, développer des contre-mesures efficaces, puis découvrir 3 semaines plus tard que la seconde vague incorporait déjà des adaptations, rendant ces contre-mesures obsolètes. L'évolution darwinienne nécessitait des millénaires. Les tyrannides évoluaient entre les marées d'assaut. Je documentais 47 cas de modifications génétiques spécifiques, apparus en réponse directe à des tactiques impériales uniques. Sur Macrage, des termagants développèrent des yeux secondaires immunisés aux grenades aveuglantes après 3 engagements. Sur Iyanden, des carnifex manifestèrent une résistance aux armes psychiques Eldar après avoir absorbé des psykers de cette race. Sur Octarius, où les tyrannides affrontèrent des orques dans une guerre d'attrition pluriannuelle, les spécimens exhibaient une musculature accrue et une agressivité amplifiée, mimant les caractéristiques mêmes de leurs adversaires peau verte. La flotte ruche n'importait pas des solutions préfabriquées. Elle se refaçonnait en temps réel, transformant chaque bataille en expérience évolutive accélérée. Les implications stratégiques paralysaient toute planification à long terme. Chaque victoire impériale enseignait aux tyrannides comment nous vaincre plus efficacement lors de la prochaine rencontre. Chaque tactique révélée devenait une vulnérabilité future. Les commandants qui préservaient leurs meilleures stratégies pour les engagements cruciaux découvraient que ces stratégies avaient déjà été analysées, cataloguées et contrecarrées par des adaptations biologiques apparues dans les essaims de réserve. Nous combattions un adversaire qui transformait notre propre excellence martiale en arme retournée contre nous. Le Magos théorisait que les tyrannides représentaient peut-être l'aboutissement ultime de l'évolution biologique, une forme de vie ayant transcendé les limitations de la sélection naturelle pour atteindre une automodification consciente et dirigée. Je notais simplement que nous affrontions quelque chose que 10 000 ans de doctrine militaire impériale n'avaient jamais anticipé. Un ennemi qui devenait plus fort précisément parce que nous résistions. Les technoprêtres du Mechanicus recherchaient le cerveau tyrannide avec l'obstination de théologiens, cherchant la preuve physique de l'empereur. Ils disséquaient les tyrans de ruche, cartographiaient les ganglions des carnifex, analysaient les structures neuronales des guerriers avec des instruments capables de tracer chaque connexion synaptique. Je participais à 16 autopsies de créatures synaptiques supérieures sur une période de 4 ans. Nous ne trouvâmes jamais ce que nous cherchions. Les cerveaux tyrannides contenaient de la matière neuronale. Certes, tissus complexes capables de traiter des informations sensorielles et de coordonner des fonctions motrices. Mais la conscience que nous observions dans leur comportement tactique, l'intelligence stratégique manifestée par les flottes ruches, ne résidait dans aucun organe dissécable. Elle occupait l'espace entre les organismes, tissée dans les champs psychiques qui les reliaient, distribués à travers des millions de créatures, selon une topologie que nos instruments mesuraient sans jamais la comprendre. Le Magos ordonna la construction d'une chambre d'isolation psychique, salle blindée par des générateurs de champs de Geller modifiés pour bloquer toute émission warp dans un rayon de 50 mètres.
Nous y plaçâmes un guerrier tyrannide capturé, vivant sur Gazala Prime, créature synaptique théoriquement capable de penser autonome selon nos modèles. L'organisme survécut 4 heures en état de fonctionnement normal, ses capteurs scannant la pièce, ses membres maintenant une posture défensive, son comportement suggérant une conscience opérationnelle. Puis, quelque chose changea. Ses mouvements devinrent erratiques. Il attaqua les murs sans discernement tactique. Ses griffes lacéraient sa propre carapace. Les moniteurs biologiques indiquèrent une cascade de défaillances neurologiques sans cause physiologique apparente. À la 5e heure, il s'effondra. L'autopsie révéla que son cerveau s'était autodétruit, cellule par cellule. Un suicide neuronal programmé qui s'activait lorsque la connexion à quelque chose de plus vaste cessait. Les implications me hantaient avec une insistance qui perturbait mes cycles de méditation. La conscience tyrannide n'habitait pas les corps individuels. Elle les visitait temporairement, s'écoulant à travers eux comme un courant électrique traversant des circuits. Chaque organisme fonctionnait comme terminal d'accès à une intelligence distribuée, dont la véritable étendue dépassait peut-être les limites de systèmes stellaires entiers. Les rapports d'inquisiteur Psyker décrivaient l'esprit ruche comme une présence psychique écrasante, une marée de faim consciente si massive qu'elle noyait les tentatives de sondage mental sous des milliards de voix hurlantes, fusionnées en un rugissement unifié. Mais ces descriptions anthropomorphisaient quelque chose de fondamentalement alien. L'esprit ruche ne pensait pas comme un esprit humain agrandi. Il pensait comme un essaim pensant, chaque organisme constituant non pas un individu contribuant à une pensée collective, mais un neurone dans un cerveau galactique. J'obtins accès aux transcriptions classifiées d'interrogatoires psycheurs menés par l'Ordo Xenos. Un bibliothécaire des Blood Angels, récupéré après 3 jours de captivité tyrannide, décrivait une expérience qui défiant les catégories théologiques de l'Imperium. Les tyrannides ne l'avaient pas torturé, ils l'avaient étudié. Chaque contact avec leurs griffes transmettait des impulsions psychiques qui sondaient non pas ses souvenirs ou sa volonté, mais la structure même de sa conscience, comment ses pensées s'organisaient, comment son esprit interagissait avec le warp, quels processus neuronaux sous-tendaient sa résistance psychique. Il décrivait la sensation comme être lu par quelque chose qui apprenait l'alphabet de mon âme. Lorsque les forces de sauvetage le récupérèrent, les créatures tyrannides qui le retenaient ne résistèrent pas. Elles s'éloignèrent simplement, leur étude achevée. 3 mois plus tard, la flotte ruche manifesta des organismes exhibant une résistance accrue aux attaques psychiques des Astartes. Le Space Marine n'avait pas été capturé pour être tué. Il avait été capturé pour être compris, ses capacités analysées puis intégrées dans le patrimoine évolutif tyrannide. Cette découverte redéfinissait la nature même de la menace. Nous affrontions une intelligence pour laquelle chaque rencontre constituait une opportunité d'apprentissage, chaque cadavre une source de données biologiques, chaque prisonnier un manuel d'instruction vivant. Les tyrannides ne possédèrent pas de culture au sens impérial, pas de texte sacré, pas de tradition martiale transmise par enseignement. Ils possédaient quelque chose de plus efficace, une mémoire biologique collective où chaque expérience vécue par n'importe quel organisme, n'importe où dans la galaxie, enrichissait immédiatement le savoir de l'ensemble. Un guerrier tyrannide mort sur Ultramar contribuait à l'éducation d'organismes assemblés dans des bassins de gestation à des années-lumière de distance. La mort elle-même devenait transmission de connaissances. Je tentais de modéliser mathématiquement cette conscience distribuée avec l'aide des cogitateurs du Magos. Les calculs suggéraient qu'une flotte ruche moyenne contenait approximativement 10 milliards d'organismes connectés synaptiquement. Si chaque créature fonctionnait comme unité de traitement dans un réseau neuronal vivant, la capacité cognitive totale dépassait celle de 1000 mondes ruches impériaux combinés. Mais cette comparaison restait inadéquate. Les cogitateurs humains traitaient l'information séquentiellement. L'esprit ruche traitait massivement en parallèle des millions de créatures analysant simultanément des problèmes différents, leurs conclusions intégrées instantanément
dans une compréhension unifiée. Nous pensions avec nos cerveaux. Les tyrannides pensaient avec des galaxies de chair vivante. Les nuits où le sommeil m'échappait, je contemplais une question que je n'osais consigner dans mes rapports officiels. Que percevait l'esprit ruche? Un humain regardait le monde à travers 2 yeux, entendait avec 2 oreilles, touchait avec 2 mains. L'esprit ruche percevait simultanément à travers des milliards de capteurs sensoriels répartis sur des centaines de mondes, voyant dans l'ultraviolet et l'infrarouge, goûtant les composés chimiques atmosphériques, sentant les perturbations gravitationnelles, détectant les émissions psychiques. Sa réalité subjective devait ressembler non pas à une expérience unifiée, mais à un océan de données sensorielles se déversant sans cesse dans une conscience assez vaste pour tout absorber, tout analyser, tout intégrer. Nous étions pour cette intelligence ce que les bactéries étaient pour nous, des formes de vie perçues uniquement comme ressources à exploiter ou obstacles à contourner. La flotte ruche ne nous haïssait pas. Elle ne pouvait probablement même pas concevoir la haine. Elle nous digérait avec l'indifférence d'un processus géologique. Le Magos interprétait tout ceci comme défi technique à surmonter. Comprendre l'architecture de la conscience tyrannide permettrait de développer des armes ciblant leur réseau synaptique, perturbant la cohésion de l'essaim. Je voyais plutôt une vérité théologique que l'ecclésiarchie refuserait d'admettre. Nous avions rencontré une forme de vie qui démontrait que l'intelligence, la stratégie et même une sorte de conscience pouvaient exister sans âme individuelle, sans le divin. Les tyrannides fonctionnaient, ils évoluaient, ils apprenaient et ils accomplissaient tout cela sans jamais avoir été bénis par l'empereur, sans avoir jamais prié, sans avoir jamais possédé ce que nous considérions comme l'essence sacrée de la conscience pensante. Cette réalisation me visitait chaque fois que je fermais les yeux, m'empêchant de trouver le repos que mes supérieurs supposaient naturel après une journée de labeur loyal. Le Magos Vétrin établit des procédures standardisées pour l'examen post-mortem des spécimens tyrannides, protocole que je suivis avec une fidélité qui devint rituelle durant mes 7 années de service aux biologies. Nous incisions selon des lignes anatomiques précises. Nous prélevions des échantillons de chaque système organique. Nous cataloguions les variations morphologiques avec une précision qui aurait satisfait les plus exigeants archivistes de Mars. Pourtant, chaque dissection révélait une vérité que nos rapports ne pouvaient articuler. Nous disséquions des mensonges biologiques. Les tyrannides que nous ouvrions sur nos tables d'examen n'étaient pas des organismes au sens où l'impérium comprenait ce terme. Ils étaient des configurations temporaires de biomasse optimisées, des outils vivants assemblés pour des fonctions spécifiques, puis abandonnés lorsque ces fonctions devenaient obsolètes. Nos scalpels découpaient des artefacts, pas des créatures. Le premier indice émergea lors de l'autopsie d'un carnifex récupéré sur les plaines cendreuses de Tyran Primus. La créature mesurait 9 mètres, pesait 14 tonnes et avait détruit 3 Lehman Russ avant qu'un tir de canon laser ne perce son blindage. J'attendais de découvrir des organes vitaux protégés par une redondance biologique sophistiquée. À la place, je trouvais une économie anatomique qui violait chaque principe de survie individuelle. Le carnifex possédait un seul cœur, situé dans la cavité thoracique sans armure osseuse secondaire pour le protéger. Ses poumons occupaient un volume minimal, suffisant pour soutenir un effort explosif de courte durée, mais incapable de maintenir une activité prolongée. Son système digestif était rudimentaire, conçu pour extraire des nutriments de biomasse prédigérés, mais inadapté à toute alimentation autonome. Cet organisme ne pouvait survivre sans support logistique constant de la flotte ruche. Il n'avait jamais été destiné à survivre. Nos protocoles supposaient que chaque créature possédait une volonté instinctive de préservation. Les tyrannides démontraient l'inverse. Je documentais 38 spécimens dont l'anatomie incorporait des faiblesses structurelles délibérées, points de fracture prévisibles dans les carapaces, organes vitaux positionnés dans des zones exposées aux tirs, système nerveux vulnérable à des formes spécifiques de trauma. Ces défauts n'étaient pas erreurs de conception. Ils représentaient des calculs d'obsolescence programmés. La flotte ruche assemblait des organismes dont la durée de vie opérationnelle se mesurait en heures ou en jours,
investissant exactement assez de biomasse pour accomplir leur fonction tactique sans gaspillage sur une longévité inutile. Les ormagons mouraient après quelques vagues d'assaut, leurs corps épuisés par un métabolisme qui brûlait leurs propres tissus pour sustenter une vitesse surhumaine. Les termagants développaient des tumeurs cancéreuses qui les tuaient en semaines, pris d'une croissance accélérée qui permettait de remplacer les pertes presque instantanément. Le magos théorisait une efficacité admirable. Je voyais quelque chose de plus dérangeant, une philosophie de vie qui redéfinissait l'existence comme ressource consommable. L'impérium produisait des soldats destinés à servir durant des décennies. Les tyrannides produisaient des munitions biologiques à usage unique, aussi jetables que les cartouches de Bolter. Chaque organisme naissait portant sa date d'expiration codée dans ses gènes, conception intentionnelle d'une intelligence qui considérait l'individualité comme gaspillage inefficace. Nos dissections cataloguaient cette philosophie gravée dans la chair, corps optimisés non pour vivre, mais pour accomplir puis cesser. J'examinais les glandes toxiques d'un lictor avec une attention particulière, cherchant à comprendre les mécanismes biochimiques de leur production venimeuse. Les structures cellulaires révélaient une complexité remarquable, des cascades enzymatiques capables de synthétiser des neurotoxines adaptées à des physiologies spécifiques. Mais les glandes elles-mêmes manifestaient des signes de dégénérescence tissulaire sévère. À pleine capacité productive, elles se détruisaient par nécrose auto-induite en 72 heures. Le lictor n'était pas conçu pour vivre au-delà de 3 jours d'activité opérationnelle. Après ce délai, ses propres systèmes de production toxique empoisonnaient son organisme depuis l'intérieur. Efficacité absolue pour une mission d'infiltration de courte durée. Impossibilité totale de survie prolongée. Le concept même de vieillesse n'existait pas dans la biologie tyrannide. Il n'y avait que fonctionnalité, puis cessation programmée. Les implications érodèrent ma compréhension de ce que signifiait être vivant. L'ecclésiarchie enseignait que la vie constituait un don sacré de l'empereur, précieuse et digne de préservation. Les tyrannides traitèrent la vie comme matière première malléable, façonnée selon les besoins immédiats, puis recyclée sans considération pour ce qui avait habité ses formes. Je disséquai un guerrier tyrannide dont l'estomac contenait des tissus partiellement digérés que l'analyse génétique identifia comme appartenant à d'autres organismes tyrannides. La flotte ruche se cannibalisait routinièrement, les créatures blessées ou obsolètes dévorées par leurs congénères pour récupérer chaque gramme de biomasse exploitable. Rien n'était gaspillé, rien n'était sacré, tout servait. Nos protocoles de dissection présupposaient que comprendre l'anatomie révélerait des vulnérabilités exploitables. Cette hypothèse s'avéra partiellement correcte. Nous identifions effectivement des points faibles, concentration nerveuse exposée, artère principale non protégée, jonction carapace vulnérable. Les tacticiens impériaux intégraient ces découvertes dans les doctrines de combat. Puis, les prochaines vagues d'invasion manifestaient des organismes dont les vulnérabilités identifiées avaient été corrigées. Les concentrations nerveuses déplacées, les artères renforcées, les carapaces épaissies aux endroits précis que nos rapports avaient signalés comme faibles. Chaque autopsie que nous menions alimentait directement l'évolution adaptative tyrannide. Nous pensions étudier notre ennemi. Nous lui offrions un miroir montrant exactement comment nous avions l'intention de le combattre. Le dernier protocole que le Magos institua concernait la disposition des restes après analyse. Les tissus tyrannides devaient être incinérés à température dépassant 1000 degrés, puis les cendres dispersées dans l'espace profond. Cette procédure semblait excessive jusqu'à ce qu'un technicien néophyte entrepose des échantillons dans un conteneur de stase standard. 17 jours plus tard, nous découvrîmes que les tissus morts avaient recommencé à se régénérer, des structures mycéliales émergeant de la chair putréfiée, cherchant des nutriments dans l'air ambiant. Même morts, fragmentés, isolés durant des semaines, les composants tyrannides tentèrent de perpétuer les directives biologiques gravées dans chaque cellule. Croître, consommer, servir la flotte ruche.
Je brûlais personnellement ces échantillons, regardant la chair se tordre dans les flammes avec un soulagement qui ressemblait dangereusement à de la peur. Nous ne comprenions pas réellement ce que nous disséquions. Nous documentions simplement les surfaces visibles d'une biologie dont les principes fondamentaux demeuraient aussi étrangers que les mathématiques du warp. Mes notes personnelles de cette période contiennent une observation que je n'ai jamais soumise dans un rapport officiel. Peut-être que nos protocoles échouaient parce qu'ils présupposaient que les tyrannides fonctionnaient selon des règles biologiques universelles. Peut-être que l'univers contenait des formes de vie pour lesquelles nos catégories, individus, espèces, mort, naissance, n'avaient aucune pertinence. Peut-être que nous disséquions non pas des organismes, mais des fragments d'un être singulier dont la totalité s'étendait au-delà de notre capacité de mesure. Cette pensée me visitait chaque fois que mon scalpel ouvrait une nouvelle créature, révélant une fois de plus que sous la chair, nous ne trouvions jamais ce que nous cherchions, une explication qui rendrait les tyrannides compréhensibles selon nos termes. Ils restaient étrangers, absolument, irrémédiablement étrangers. Le Magos conservait dans ses archives privées des enregistrements Vox capturés durant les dernières heures de 23 mondes engloutis par les flottes ruches. Il m'autorisa l'accès après que j'eus démontré une résistance psychologique suffisante lors des évaluations mensuelles. Je passais 96 jours à écouter ces transmissions, chroniquant les patterns de consommation planétaire avec une méthodologie qui devint mon seul ancrage face à ce que les enregistrements révélaient. Les populations ne décrivaient pas une invasion. Elles décrivaient une transformation où la distinction entre prédateur et proie s'effondrait dans quelque chose de plus fondamental. Un univers se repliant sur lui-même pour se dévorer. La faim tyrannide n'était pas besoin biologique ordinaire. Elle constituait un principe opérationnel absolu, programmé dans chaque organisme avec une pureté qui excluait toute autre considération. Les tyrannides ne mangeaient n'est-ce pas pour survivre, ils survivaient pour manger. Les premières transmissions de Hal Prime documentaient la phase d'ensemencement atmosphérique. Un administrateur planétaire rapportait des pluies violettes tombant sur les continents équatoriaux, liquides dont l'analyse chimique révélait des concentrations enzymatiques capables de décomposer la cellulose végétale en suspension. Les forêts mouraient en 72 heures, leur feuillage se liquéfiant sous l'assaut catalytique, leur biomasse s'écoulant dans les systèmes racinaires où des structures fongiques tyrannides attendaient déjà, ayant infiltré le sol durant les semaines précédentes. La planète ne nourrissait plus sa propre écologie. Elle commençait à se digérer selon une chimie étrangère, ses nutriments détournés vers des organismes qui grandissaient dans l'obscurité souterraine, avec une vitesse défiant chaque modèle de croissance biologique connu. Un vox-opérateur de la garde sur Octarius décrivait les tours de digestion émergeant des plaines centrales, structures organiques hautes de plusieurs kilomètres, qui pulsaient avec un rythme visible depuis l'orbite. Ces formations n'étaient pas bâtiments, elles étaient estomacs planétaires, leurs cavités internes tapissées de tissus sécrétant des acides capables de décomposer le roc-béton, l'adamantium, la chair humaine avec une efficacité identique. Les tyrannides conduisaient leur biomasse capturée, soldats, civils, animaux, tout ce qui contenait du carbone organique dans ces tours via des tunnels creusés par des organismes fouisseurs. Les rapports mentionnaient des convois de millions d'humains marchant vers ces structures sous la supervision minimale de quelques créatures synaptiques, populations entières cheminant vers leur dissolution avec une docilité que l'ecclésiarchie attribuait au désespoir, mais que mes analyses suggéraient résulter d'une contamination psychique subtile. L'esprit ruche émettait des fréquences qui émoussaient la volonté de résistance, transformant la terreur en résignation passive. Les transmissions finales capturèrent rarement des cris, elles capturèrent le silence, celui qui succède à l'épuisement de toute capacité émotionnelle. Un technicien sur Tarsis Ultra décrivait avec une voix parfaitement neutre comment la chair de ses compagnons fondait lorsque les spores tyrannides saturaient l'atmosphère de leur bunker.
Il détaillait la dissolution progressive des tissus cutanés, l'exposition des muscles sous-jacents, la liquéfaction qui commençait avant la mort clinique. Sa dernière transmission consistait en une série de mesures de température et d'humidité, données scientifiques énoncées calmement, tandis que son propre corps subissait la transformation qu'il documentait. L'enregistrement se terminait non par un cri, mais par le bruit d'un vox tombant dans quelque chose de liquide. Le magos m'ordonna d'analyser les patterns temporels de consommation planétaire. Les calculs révélaient une efficacité terrifiante. Une flotte ruche moyenne dépouillait un monde de classe jardin standard en 90 jours terrestres. Les 30 premiers jours établissaient l'infrastructure de digestion, spores atmosphériques, réseaux mycéliens souterrains, tours de traitement biomassique. Les 40 jours suivants constituaient la phase de récolte active, population et écosystème canalisés vers les centres de traitement. Les 20 derniers jours accomplissaient l'extraction finale, les structures tyrannides elles-mêmes se dissolvant pour récupérer chaque molécule organique investie dans leur construction. À la fin, la planète ne contenait plus suffisamment de matière organique pour sustenter une bactérie. Même les micro-organismes du sol avaient été consommés. Même les spores fongiques dormantes dans les strates géologiques profondes avaient été extraites et digérées. J'obtins accès aux estimations de biomasse calculées par les cogitateurs de l'administratum. Tyrann Primus, monde jardin abritant 4 milliards d'humains, plus ses écosystèmes natifs, contenait approximativement 600 milliards de tonnes de matière organique totale. Les observations orbitales post-invasion indiquaient que la flotte ruche Behemoth avait extrait 592 milliards de tonnes. Taux d'extraction 98,6%. Les 2% restants consistaient en carbone trop profondément enfoui dans la croûte planétaire pour justifier l'effort métabolique d'extraction. Cette précision dépassait celle de nos propres opérations minières les plus avancées. Les tyrannides ne gaspillaient rien. Chaque gramme de biomasse accessible subissait la conversion, transformé en tissu tyrannide, en fluide nutritif pour le transit interstellaire, en spore pour l'ensemencement de futurs mondes. La consommation n'était pas frénésie destructrice. C'était processus industriel mené avec une efficacité qui aurait impressionné les Magi Factorum de Mars. Les enregistrements contenaient des moments où les populations tentaient de négocier. Un gouverneur planétaire transmettait des offres de soumission, proposant des tributs de biomasse si la flotte ruche épargnait les centres urbains principaux. Aucune réponse ne venait jamais. Les tyrannides ne communiquaient pas. Ils ne négociaient pas. Ces concepts présupposaient une reconnaissance de l'autre comme entité distincte possédant des intérêts propres. L'esprit ruche ne reconnaissait que biomasse, disponible ou pas encore accessible. Les humains n'étaient pas adversaires à vaincre ou esclaves à soumettre. Nous étions nutriments mobiles classifiés selon notre valeur calorique et notre teneur en protéines. Cette réduction absolue de la vie intelligente à sa composition chimique élémentaire violait chaque cadre théologique et philosophique que l'impérium avait développé durant 10 millénaires. Nous ne pouvions même pas les haïr correctement, car la haine suppose une réciprocité qui n'existait pas. Un prêtre de l'ecclésiarchie sur Gazala Prime prononçait des sermons tandis que les tours de digestion grandissaient à l'horizon, promettant que l'empereur protégerait les fidèles. Sa foi durait jusqu'à ce que les spores atmosphériques commencent la prédigestion des tissus vivants. Sa dernière transmission abandonnait toute rhétorique théologique pour une simple question répétée. Pourquoi ? Pourquoi cette consommation totale ? Pourquoi cette efficacité absolue ? Pourquoi cette faim qui ne laissait même pas de cadavres derrière elle ? Je n'avais aucune réponse à offrir à travers les années et la mort qui nous séparait. Les tyrannides ne possédaient pas de pourquoi. Ils possédaient seulement une directive biologique gravée dans chaque séquence génétique. Consommer, optimiser, croître, répéter. La faim n'était pas motivation, elle était définition. Retirer la faim d'un tyrannide ne laisserait rien, pas même un cadavre vide. Il cesserait simplement d'exister, matière organique attendant réintégration dans le cycle suivant. Les 96 jours d'écoute me changèrent.
d'une manière que les évaluations psychologiques ne détectaient pas. Je développais une compréhension viscérale que mes dissections n'avaient jamais fournie. Les tyrannides représentaient l'aboutissement logique de la vie réduite à sa fonction chimique la plus basique. Pas de culture, pas de morale, pas de considération au-delà de l'optimisation métabolique. L'univers contenait une forme de vie pour laquelle chaque question éthique que l'humanité avait jamais posée n'avait strictement aucune pertinence. Nous pouvions tous mourir demain, et cela ne constituerait pour l'esprit ruche qu'une équation de biomasse résolue, un problème logistique achevé, une planète vidée ajoutée au décompte. Je continuais mes dissections, je compilais mes rapports, mais les nuits, j'écoutais le silence entre les transmissions archivées, essayant de concevoir ce que signifiait exister dans un univers où quelque chose comme les tyrannides était possible. Le Magos reçut des échantillons tissulaires prélevés sur un même guerrier tyrannide à 3 moments distincts, durant une campagne de 8 semaines sur Vorles. Les forces impériales avaient capturé la créature lors d'un engagement initial, prélevé des biopsies, puis l'avaient marquée avec un traceur isotopique avant de la relâcher volontairement dans les lignes ennemies. Cette procédure violait 12 protocoles de sécurité Xenos, mais le commandeur de secteur avait autorisé l'expérience après que le Magos eut démontré mathématiquement l'impossibilité pour un organisme individuel de menacer l'effort de guerre globale. Ils recapturèrent le même spécimen 22 jours plus tard, puis une 3e fois, 19 jours après. Les analyses génétiques confirmaient l'identité isotopique. Mais les 3 séries d'échantillons racontaient une histoire qui redéfinissait ma compréhension de ce que signifiait l'immutabilité biologique. Le génome du guerrier s'était réécrit entre les captures, non par mutation aléatoire, mais par modification dirigée, qui répondait directement aux menaces tactiques rencontrées. La première série d'échantillons révélait une créature synaptique standard selon nos taxonomies établies. Carapace épaisse de 26 mm. 4 glandes venimeuses. Récepteurs sensoriels concentrés dans la région céphalique. Musculature optimisée pour le combat rapproché. Les biopsies de la seconde capture montraient des altérations substantielles. La carapace avait épaissi de 9 mm dans les zones exposées aux tirs de Bolter durant l'engagement initial. De nouvelles glandes sécrétoires étaient apparues le long de la colonne vertébrale, produisant une substance que nos analyses identifiaient comme inhibiteur de coagulation. Adaptation directe aux blessures par lame énergétique infligées par un officier commissaire durant la première rencontre. Le guerrier n'avait pas cicatrisé ses blessures. Il avait développé des contre-mesures biologiques préventives contre le type spécifique de dommages subis. La 3e série confirmait l'accélération du processus. Des organes sensoriels secondaires s'étaient manifestés dans des positions offrant une couverture visuelle des angles morts exploités par les tactiques impériales. Le système musculaire des membres inférieurs exhibait une densité accrue de fibres à contraction rapide, compensation exacte pour la vitesse supérieure des éclaireurs Space Marines, affrontés lors du second engagement. Le Magos calculait un taux de modification génétique équivalent à 1000 générations d'évolution darwinienne comprimées dans 41 jours. Mais cette comparaison échouait à capturer la nature dirigée des changements. L'évolution par sélection naturelle procédait par variation aléatoire filtrée par la pression environnementale. Les modifications du guerrier ciblaient précisément les vulnérabilités révélées par l'expérience de combat, sans changement superflu ni adaptation non pertinente. Chaque altération représentait une solution optimale à un problème tactique spécifique. L'organisme ne mutait pas. Il se réparait conceptuellement, corrigeant ses propres faiblesses stratégiques, avec une précision qui suggérait une intelligence observatrice analysant les données de combat en temps réel. J'examinais les mécanismes cellulaires rendant possible cette plasticité génomique. Les tissus tyrannides contenaient des structures que nos instruments classifiaient comme vecteurs rétroviraux endogènes, organismes microscopiques intégrés dans chaque cellule, capables de réécrire l'adénote selon des instructions reçues via les canaux synaptiques. Ces vecteurs fonctionnaient comme agents de modification distribués, attendant les directives de l'esprit ruche, puis exécutant des réécritures génétiques coordonnées à travers l'organisme entier.
Le processus ressemblait aux thérapies géniques développées par les magies biologie pour corriger les défauts héréditaires, sauf que les tyrannides l'accomplissaient naturellement, continuellement, et avec une sophistication dépassant nos capacités augmentiques les plus avancées. Chaque cellule portait le potentiel de devenir autre chose, attendant simplement les signaux appropriés. Les implications stratégiques paralysaient toute doctrine militaire conventionnelle. Les commandeurs impériaux planifiaient des campagnes basées sur l'hypothèse que l'ennemi conserverait des capacités constantes entre les engagements. Les tyrannides violaient cette hypothèse fondamentale. Une tactique efficace lors d'une bataille devenait obsolète lors de la suivante, l'ennemi ayant littéralement modifié sa biologie pour contrer cette approche spécifique. Les forces de défense de Vorleis développèrent une stratégie d'embuscade utilisant des champs minés pour canaliser les essaims tyrannides vers des zones de tir concentrées. Cette tactique élimina 42% des organismes d'assaut durant les 2 premières semaines. À la 3e semaine, des ormagons modifiés apparurent, leurs membres inférieurs équipés de structures sensorielles capables de détecter les perturbations de pression caractéristiques des mines enfouies. Les champs minés cessèrent d'être efficaces. L'adaptation avait nécessité 14 jours. Je documentais 17 cas similaires à travers 8 campagnes différentes. Sur Macrage, les tyrannides développèrent une résistance aux armes plasma après exposition répétée. Sur Iyanden, ils manifestèrent une isolation psychique partielle contre les attaques des Psykers Eldar. Sur Armageddon, des organismes exposés aux flammes prométhium exhibèrent des glandes produisant une sécrétion ignifuge lors des vagues suivantes. Chaque contre-mesure impériale générait une réponse adaptative tyrannide mesurable en semaines, parfois en jours. Nous combattions un adversaire qui apprenait plus vite que nous ne pouvions innover, dont le cycle d'adaptation opérait à une échelle temporelle, rendant obsolète la notion même de supériorité tactique durable. Le Magos théorisait que cette capacité d'évolution accélérée expliquait la survie tyrannide à travers leur voyage intergalactique présumé. Des organismes capables de se remodeler en réponse à n'importe quel environnement pouvaient traverser le vide spatial, s'adapter aux radiations cosmiques, tolérer des variations thermiques extrêmes, métaboliser des nutriments radicalement différents de monde en monde. Les flottes ruches ne transportaient pas d'équipements de survie. Elles étaient équipements de survie, biomasse automodifiante, capables de prospérer dans pratiquement n'importe quelle condition, pourvu que des nutriments basiques existent. Cette flexibilité génomique absolue représentait peut-être l'arme ultime, non pas force brute, mais adaptabilité parfaite qui garantissait qu'aucun environnement, aucune tactique, aucune arme ne resterait éternellement efficace. J'observais les 3 séries d'échantillons préservés dans leur cuve de stase, matériel génétique identique par origine, mais divergent par adaptation. Le guerrier tyrannide avait vécu 41 jours. Durant ce temps, il était devenu 3 organismes différents, chacun optimisé pour les défis rencontrés. Si nous l'avions capturé une 4e fois, une 5e, il aurait continué de muter, incorporant chaque leçon de survie dans sa chair même. Cette créature ne vieillissait pas vers la mort. Elle évoluait vers une efficacité croissante, chaque jour la rendant plus dangereuse que le précédent. Seule sa destruction physique complète pouvait interrompre ce processus d'amélioration continue. Et même alors, les données de son existence, chaque adaptation développée, chaque solution biologique découverte, persistaient quelque part dans la mémoire collective de l'esprit ruche, disponible pour être réincorporé dans de futurs organismes assemblés dans des bassins de gestation, à des années-lumière de distance. Les nuits, une pensée me visitait avec une insistance croissante. Que devenait un adversaire qui évoluait plus vite que nous? L'Imperium s'adaptait à l'échelle de générations, ses doctrines modifiées lentement par les hauts commandements, ses technologies améliorées graduellement par les magies de Mars. Les tyrannides s'adaptaient à l'échelle de semaines, chaque flotte ruche incorporant les leçons de toutes les autres, leur évolution collective progressant avec une vélocité qui dépassait notre capacité de réponse institutionnelle. Nous gagnions des batailles,
mais chaque victoire leur enseignait comment nous vaincre lors de la prochaine rencontre. Le temps lui-même combattait pour eux, transformant chaque jour qui passait en opportunité d'amélioration supplémentaire. Je continuais mes analyses, je compilais mes données, mais je comprenais désormais que nous documentions non pas un ennemi statique à comprendre, mais un processus évolutif en accélération constante dont l'aboutissement final dépassait peut-être notre capacité de survie. Le Departamento Analyticus m'assigna la tâche de produire une taxonomie unifiée des organismes tyrannides, répertoriés à travers 47 zones de guerre actives. Les archives contenaient déjà 16 systèmes classificatoires différents, chacun développé indépendamment par des magies biologies opérant dans des secteurs isolés, chacun contradictoire avec les autres sur des points fondamentaux. Le Magos Vétrin exigeait une synthèse cohérente qui permettrait aux forces impériales d'identifier et de cataloguer les menaces Xénos avec la précision nécessaire à une réponse tactique appropriée. Je passai 11 mois à compiler les données, croisant les observations morphologiques avec les analyses génétiques, cherchant les patterns qui révéleraient une structure classificatoire stable. Mon travail produisit 432 pages de documentation technique et une conclusion que je soumis avec la certitude qu'elle serait rejetée. Les catégories impériales échouaient parce que les tyrannides ne constituaient pas des espèces, au sens où nos systèmes taxonomiques définissaient ce terme. Les principes linéens présupposaient que les organismes appartenaient à des groupes discrets, basés sur l'ascendance commune et les caractéristiques partagées. Un humain restait humain, indépendamment des variations individuelles. Un grox demeurait grox à travers les générations. La reproduction sexuelle garantissait la stabilité des traits héréditaires, les mutations s'accumulant lentement sur des échelles temporelles permettant la classification stable. Les tyrannides violaient chaque présupposition. Ils ne se reproduisaient pas sexuellement. Ils étaient assemblés selon des modèles génétiques sélectionnés par l'esprit ruche, depuis une bibliothèque de traits potentiellement infinie. Deux organismes morphologiquement identiques pouvaient posséder des génomes radicalement différents. Deux organismes génétiquement similaires pouvaient exhiber des anatomies incompatibles. Le concept d'espèce, groupe d'organismes capables de se reproduire ensemble et de produire une descendance fertile, n'avait aucune application aux créatures qui ne se reproduisaient jamais entre elles. J'examinais le cas des termagants, organismes d'assaut de base documentés sur pratiquement tous les mondes touchés par les invasions tyrannides. Nos taxonomies les classifiaient comme espèces uniques, Tyrannicus termaganthus, selon la nomenclature standard. Mais les échantillons génétiques révélaient 187 variants génomiques distincts à travers les spécimens prélevés. Certains possédaient des glandes venimeuses, d'autres non. Certains exhibaient une vision nocturne améliorée. D'autres fonctionnaient principalement par écholocation. Les variations ne suivaient aucun pattern géographique ni temporel. Elles représentaient simplement des configurations différentes sélectionnées par l'esprit ruche pour des contextes tactiques spécifiques. Appeler tous ces organismes termagants équivalait à classifier les bolters, les fusils laser et les canons plasma comme armes impériales. Techniquement correctes, mais taxonomiquement inutiles. Chaque termagant constituait une solution biologique distincte optimisée pour des paramètres environnementaux et stratégiques particuliers. Le problème s'aggravait avec les organismes synaptiques supérieurs. Les tyrans de ruche présentaient une plasticité morphologique qui rendait l'identification individuelle presque impossible. Un spécimen capturé sur Ishar, 4 mesurait 6 mètres et possédait 4 appendices préhensiles. Un spécimen d'Octarius atteignait 9 mètres avec 8 membres spécialisés. L'analyse génétique indiquait 81% de similarité, suffisant pour les classifier comme espèces uniques selon les standards impériaux. Mais cette similarité cachait des différences fonctionnelles massives. Le spécimen d'Ishar possédait des organes psychiques capables de projeter des illusions mentales. Celui d'Octarius exhibait des biocanons intégrés tirant des projectiles acides. Leur rôle tactique, leur capacité, leur vulnérabilité divergeaient complètement. Les classifier ensemble ne servait qu'à obscurcir des différences opérationnellement critiques.
j'identifiais le défaut conceptuel central de nos systèmes taxonomiques. Ils tentaient de classifier des outils comme s'il s'agissait d'organismes naturels. Un thermagant n'était pas équivalent biologique d'un humain. Il était équivalent biologique d'un fusil laser, artefact produit selon des spécifications fonctionnelles, optimisé pour un rôle précis, remplaçable et modifiable selon les besoins. L'esprit ruche ne faisait pas évoluer des espèces. Il fabriquait des instruments vivants depuis une boîte à outils génétique contenant des millions de composants interchangeables. Nos tentatives de classification présupposaient une nature stable à cataloguer. Les tyrannides ne possédaient pas de nature stable. Ils possédaient seulement des configurations temporaires, dictées par des impératifs tactiques immédiats. Le Magos rejeta mes conclusions initiales, exigeant que je produise malgré tout une taxonomie fonctionnelle. Je soumis un système classificatoire basé non sur la morphologie ou la génétique, mais sur le rôle tactique observable. Organisme d'assaut de base, créature synaptique de commandement, unité de tir à distance, organisme de siège lourd, infiltrateur spécialisé, vecteur aérien. Cette approche sacrifiait toute prétention à la rigueur scientifique pour une utilité opérationnelle minimale. Elle permettait aux commandeurs de terrain d'identifier les menaces sans comprendre leur nature biologique réelle. Le Departamento Tacticus adopta ce système. Le Magos le nota dans mes évaluations comme démonstration de pragmatisme déplorable, masquant une défaillance intellectuelle fondamentale. Tous deux avaient raison. Les implications philosophiques me hantaient avec une persistance qui perturbait mes périodes de repos mandatoires. L'impérium classifiait, catégorisait, organisait le cosmos selon des taxonomies héritées de millénaires de traditions scientifiques terriennes. Ces systèmes présupposaient un univers ordonné selon des principes stables où chaque entité possédait une essence définissable. Les tyrannides démontraient que cette présupposition était parochiale, limitée à notre expérience d'un univers local, peuplé principalement d'organismes évoluant par sélection naturelle. Il révélait un cosmos plus vaste, contenant des formes de vie opérant selon des logiques radicalement différentes, pour lesquelles nos catégories fondamentales, espèces, individus, vie, mort, n'avaient aucune correspondance réelle. Je contemplais les milliers de spécimens préservés dans les cuves du biologiste, chacun étiqueté selon ma taxonomie pragmatique inadéquate. Les noms que nous leur donnions, Ormagon, Carnifex, tyran de ruche, n'étaient que tentatives désespérées d'imposer un ordre familier sur quelque chose de fondamentalement étranger. Ces créatures ne possédaient probablement aucun nom dans la conscience de l'esprit ruche. Elles étaient désignations fonctionnelles, peut-être simplement des formules génétiques. Configuration biomasse optimale pour assaut rapproché environnement gravité standard, ou vecteur synaptique, commandement tactique, portée moyenne. Nos noms reflétaient notre besoin psychologique de transformer l'incompréhensible en quelque chose de catalogable. Ils ne décrivaient rien de réel concernant ce que nous tentions de nommer. L'échec de classification révélait un échec de compréhension plus profond. Nous ne pouvions classifier les tyrannides parce que nous ne comprenions pas vraiment ce qu'ils étaient. Organismes, armes biologiques, composants d'un superorganisme galactique, manifestation physique d'une intelligence transcendante, toutes ces descriptions capturèrent des aspects partiels sans jamais saisir la totalité. Le Magos parlait de Xénos comme si ce terme clarifiait quelque chose. Mais Xénos signifiait simplement étranger, reconnaissance de notre ignorance déguisée en catégorie scientifique. Nous avions rencontré quelque chose que nos cadres conceptuels ne pouvaient contenir, et plutôt que d'admettre l'inadéquation de nos systèmes, nous produisions des taxonomies qui perpétuaient l'illusion de compréhension. Mes rapports finaux contenaient des centaines de désignations d'organismes, chacune accompagnée de descriptions morphologiques détaillées, d'analyses génétiques, de notes sur les capacités tactiques observées. Les commandeurs les consultaient avant les engagements. Les tacticiens les intégraient dans leur planification. Ces documents servaient à leur fonction opérationnelle. Mais je savais, avec une certitude qui minait chaque mot que j'écrivais, que nous documentions les surfaces visibles d'un phénomène dont la vraie nature demeurait aussi mystérieuse après 11 mois d'analyse qu'au premier jour. Nous avions nommé les tyrannides.
nous ne les avions pas compris. Peut-être ne pourrions-nous jamais les comprendre, nos esprits limités par des catégories évolutives, inadaptés à concevoir quelque chose d'aussi radicalement autre. Cette pensée m'accompagnait chaque fois que j'apposais une nouvelle étiquette sur une nouvelle cuve, marquant un nouveau spécimen d'un nom qui prétendait signifier quelque chose de réel. Le Magos obtint l'accès à un spécimen extraordinaire, un guerrier tyrannide capturé vivant sur les ruines de Cryptman's Folly, monde sacrifié délibérément pour étudier les patterns de consommation tyrannide. La créature avait survécu 96 heures en isolation synaptique totale, durée exceptionnelle qui suggérait une résilience neurologique inhabituelle. L'ordo Xenos autorisa une vivisection sous sédation partielle, procédure que j'exécutais avec une précision qui masquait ma répulsion croissante face à ce que mes instruments révélaient. Le système nerveux du guerrier contenait des structures ganglionnaires que nos scans initiaux avaient classifiées comme tissus cicatriciels. L'examen direct démontrait qu'il s'agissait d'organes fonctionnels. Nodules neurodenses, cristallisés presque, enchâssés le long de la colonne vertébrale et dans la cavité crânienne. Nos cogitateurs identifiaient leur composition comme mélange d'acides nucléiques et de structures protéiques, organisées selon des patterns qui ressemblaient étrangement aux matrices de données utilisées par le Mechanicus pour stocker les informations dans les serviteurs. J'extrayais 3 nodules pour analyse détaillée, procédure qui provoqua des spasmes violents chez le spécimen malgré les sédatifs. Les structures continuaient de manifester une activité électrique après séparation du corps. Impulsions rythmiques qui persistèrent durant 11 heures dans les cuves de préservation. Le Magos ordonna un séquençage moléculaire complet. Les résultats suggéraient que ces nodules fonctionnaient comme dispositifs de stockage biologique, archives organiques contenant des informations encodées non pas dans les séquences génétiques standards, mais dans les configurations tridimensionnelles de protéines repliées et de complexes nucléotidiques. Chaque nodule contenait approximativement 10 téraoctets d'informations selon nos estimations, densité de données dépassant celle des meilleures puces mémorielles produites sur Mars. Le guerrier portait dans sa chair l'équivalent d'une bibliothèque entière de données tactiques, expérientielles, génétiques. L'analyse du contenu informationnel nécessita 8 mois de décodage assisté par cogitateur. Les données ne s'organisaient pas selon une structure logique reconnaissable. Pas de fichiers distincts, pas de hiérarchie claire, pas de séparation entre types d'informations différents. Tout existait simultanément dans un entrelacement complexe où l'information génétique se mélangeait aux données sensorielles, où les expériences de combat se fusionnaient avec les spécifications biochimiques, où le passé et les instructions futures coexistaient dans une matrice temporellement aplatie. Nous identifiâmes des fragments de mémoire appartenant à d'autres organismes. Un ormagon mort sur Macragge 3 ans auparavant, un carnifex détruit lors du siège d'Ishar IV, un lictor qui avait infiltré les ruches urbaines de Tarsis Ultra. Le guerrier que nous disséquions portait leurs expériences comme si elles étaient siennes, souvenirs hérités, non par transmission culturelle, mais par incorporation génétique directe. La découverte redéfinissait ma compréhension de la continuité tyrannide. Lorsqu'un organisme mourait et était réabsorbé par la flotte ruche, il ne disparaissait pas complètement. Ces expériences, encodées dans les nodules mémoriels, survivaient la digestion physique. Ces archives biologiques étaient extraites, préservées, puis redistribuées dans les nouveaux organismes assemblés dans les bassins de gestation. Un ormagon nouvellement créé pouvait porter les souvenirs de dizaines de prédécesseurs morts, héritant de leurs connaissances tactiques, de leurs adaptations réussies, de leurs échecs instructifs. La flotte ruche ne perdait jamais d'informations. Chaque bataille devenait leçon permanente, chaque mort contribuait à l'éducation collective des générations futures. L'esprit ruche accumulait l'expérience avec une fidélité parfaite, construisant une bibliothèque expérientielle qui grandissait continuellement à travers les siècles. J'identifiais des patterns récurrents dans les données extraites, séquences qui apparaissaient dans multiples contextes avec des variations mineures. Ces patterns semblaient représenter des connaissances fondamentales. Comment détecter les Space Marines par leurs signatures thermiques caractéristiques? Quelles toxines fonctionnaient contre la physiologie humaine standard?
comment identifier les points faibles structurels dans l'architecture impériale, ou cibler les véhicules blindés pour maximiser les dommages. Cette connaissance ne devait pas être redécouverte par chaque organisme. Elle était préinstallée, héritage collectif transmis à travers les générations biologiques, avec une efficacité que l'Imperium ne pouvait égaler, malgré ses bibliothèques, ses archives, ses traditions institutionnelles. Un Termagant assemblé aujourd'hui bénéficiait immédiatement de l'expérience accumulée par des millions de prédécesseurs morts sur des centaines de mondes. Le Magos théorisait que ce système de mémoire distribuée expliquait l'adaptation tyrannide rapide aux nouvelles menaces. Lorsqu'un organisme rencontrait une arme inconnue, survivait assez longtemps pour observer ses effets, puis transmettait cette information avant sa destruction. La connaissance se propageait à travers la flotte ruche entière. Les prochains organismes assemblés incorporaient déjà des contre-mesures basées sur cette expérience unique. Pas besoin de communication lente, ni de transmission culturelle imparfaite. L'information circulait directement via la biomasse recyclée, chaque cadavre devenant vecteur de données, aussi bien que source de nutriments. Les tyrannides avaient résolu le problème de la préservation et transmission du savoir à travers un moyen que nos philosophes n'avaient jamais envisagé: faire de la mémoire elle-même un organe héréditaire. J'examinais les implications pour la doctrine militaire impériale. Chaque engagement contre les tyrannides, victoire ou défaite, enrichissait leur base de connaissances collectives. Chaque tactique révélée, chaque arme déployée, chaque stratégie employée était observée, cataloguée, puis intégrée dans la mémoire biologique distribuée à travers toute la flotte ruche. Nous ne combattions pas simplement des organismes individuels. Nous combattions l'expérience cumulée de milliers de campagnes précédentes, incarnées dans chaque créature affrontée. Un Ormagon nouvellement assemblé possédait potentiellement plus d'expérience de combat que des vétérans de la garde ayant survécu à décennies de guerre, car il héritait des souvenirs de milliers de prédécesseurs, tandis que les gardes devaient acquérir leur expérience individuellement, lentement, avec un taux de perte qui garantissait que la plupart mouraient avant d'accumuler un savoir substantiel. Les nodules mémoriels révélaient aussi quelque chose de troublant concernant la nature de l'individualité tyrannide. Les souvenirs stockés ne se distinguaient pas par leur source originelle. Pas de marqueur identifiant quel organisme avait vécu quelle expérience. Tout existait dans un collectif indifférencié, où la distinction entre « je » et « nous » n'avait aucun sens. Le guerrier que nous disséquions ne pouvait probablement pas concevoir ses souvenirs hérités comme appartenant à d'autres. Il les vivait simplement comme partie de son expérience totale, sans séparation entre ce qu'il avait personnellement vécu et ce qui lui avait été transmis génétiquement. Cette fusion absolue de mémoire individuelle et collective créait une forme de conscience où le passé de l'espèce entière habitait chaque organisme présent. La vivisection se prolongea durant 17 heures. Le guerrier survécut jusqu'à la 14e heure, ses fonctions vitales maintenues artificiellement, tandis que j'extrayais systématiquement chaque nodule mémoriel identifiable. 63 structures au total, contenant selon nos estimations approximativement 650 téraoctets de données. L'équivalent informationnel de plusieurs bibliothèques planétaires, comprimées dans la chair d'un organisme unique. À la 15e heure, même nos systèmes de maintien vital ne suffisaient plus. Le spécimen entra en défaillance systémique. Ces dernières impulsions neurologiques montrèrent des patterns que nos instruments ne pouvaient interpréter. Peut-être tentative de transmission finale vers un récepteur synaptique absent, peut-être simple cascade de mort neuronale. Nous ne saurions jamais. Les nodules préservés rejoignirent nos archives, fragments de mémoire tyrannide, isolés de leur contexte biologique naturel. Le Magos ordonna leur étude continue, espérant décoder suffisamment d'informations pour prédire les stratégies futures de la flotte ruche. Je doutais que cette entreprise réussisse. Les données que nous avions extraites représentaient l'expérience d'un organisme unique, lui-même porteur de fragments mémoriels de peut-être centaines de prédécesseurs. Mais l'esprit ruche contenait les souvenirs de milliards d'organismes,
à travers des siècles de campagne galactique. Nous avions capturé une goutte tentant de comprendre l'océan. Les nodules demeuraient dans leur cuve, archives biologiques d'une guerre que nous ne comprenions toujours pas, souvenirs d'une forme de vie pour laquelle la mort individuelle ne signifiait jamais vraiment oubli. Le Magos maintenait 93 spécimens tyrannides vivants dans les sous-niveaux du complexe Biologis, organismes préservés dans des cuves de confinement renforcés par des champs de galères modifiés et des barreaux d'adamantium. Mes fonctions incluaient la supervision quotidienne de ces créatures, tâche que l'administratum classifiait comme maintenance xénos de routine, avec le même détachement bureaucratique qu'elle employait pour cataloguer l'entretien des serviteurs. Je passais 4 années à observer ces organismes, documentant leur comportement dans l'isolement synaptique, mesurant la dégradation progressive de leurs fonctions biologiques, assistant à ce qui ressemblait à une mort prolongée, mais que je compris finalement être quelque chose de différent. Les tyrannides en captivité ne mouraient pas au sens où les créatures naturelles mouraient. Ils cessaient progressivement de fonctionner, leur corps s'éteignant système par système comme machine privée d'alimentation, attendant une reconnexion qui ne viendrait jamais. Les premiers jours de captivité manifestaient toujours le même pattern. Les créatures nouvellement confinées exhibaient une hyperactivité frénétique. Mouvements constants, attaques répétées contre les parois de confinement, vocalisation ultrasonique détectable uniquement par nos instruments. Cette phase durait entre 12 et 48 heures, selon la complexité neurologique du spécimen. Les ormagons s'épuisaient rapidement, leur métabolisme accéléré consumant leurs réserves énergétiques en quelques heures. Les guerriers tyrannides persistaient plus longtemps, leur système biologique plus sophistiqué cherchant désespérément le signal synaptique absent. J'observais un carnifex maintenir cette agitation durant 71 heures continues avant de s'effondrer finalement, ses muscles massifs tétanisés par l'effort soutenu au-delà de toute limite physiologique raisonnable. La flotte ruche concevait des organismes optimisés pour des efforts brefs et intenses. L'isolation prolongée violait les paramètres de conception gravés dans chaque cellule. La phase suivante ressemblait à ce que les observateurs non formés appelaient catatonie. Les spécimens cessèrent leur mouvement, adoptant des postures statiques qu'ils maintenaient durant des jours ou des semaines. Mais les lectures neurologiques révélaient une activité cérébrale intense, patterns électriques rapides, cascades synaptiques continues, comme si les organismes cherchaient encore la connexion perdue en scannant frénétiquement toutes les fréquences psychiques possibles. Un guerrier isolé consommait autant d'énergie métabolique immobile qu'en combat actif. Ses ressources biologiques entièrement dédiées à une recherche qui ne trouvait que silence. Je nourrissais ces créatures par tubes d'alimentation forcés, introduisant des nutriments directement dans leur système digestif. Certaines acceptaient passivement cette intrusion, d'autres la rejetaient violemment, leur corps convulsant, comme si la nourriture elle-même constituait une violation. L'esprit ruche ne les avait jamais conçues pour manger indépendamment. Elles attendirent des instructions pour métaboliser qui n'arrivaient jamais. J'observais un phénomène que je documentais initialement comme cannibalisme retardé avant de comprendre sa véritable nature. Lorsque nous placions 2 spécimens de classes différentes dans la même cuve, par exemple un ormagon avec un thermagan, le plus grand finissait toujours par consommer le plus petit, processus s'étendant sur plusieurs jours. Mais l'organisme prédateur ne manifestait aucun comportement de chasse. Il attendait simplement que le plus faible cesse de fonctionner, puis commençait méthodiquement à digérer le cadavre. L'analyse révélait que les créatures ne réagissaient pas à la faim au sens traditionnel. Elles exécutaient un protocole de récupération de biomasse, comportement programmé qui s'activait automatiquement en présence de tissus tyrannides morts. Même isolés, même mourants, les spécimens continuaient d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles. La flotte ruche avait gravé ces impératifs si profondément que les organismes les suivaient, même lorsque toute connexion directrice avait cessé. Les cuves elles-mêmes nécessitaient une maintenance constante que le Magos sous-estimait chroniquement. Les sécrétions tyrannides corrodaient l'acier standard en semaines. Leur fluide corporel contenait des enzymes qui décomposaient le roc-béton.
cherchant nutriments même dans les matériaux de construction. J'ordonnai le remplacement de 12 cuves durant ma première année de service, découvrant à chaque fois que les organismes avaient commencé à digérer chimiquement leur environnement de confinement. Un lictor réussit presque à s'échapper après avoir sécrété des acides qui affaiblirent suffisamment l'adamantium pour permettre la déformation sous pression. Nous le découvrîmes seulement parce qu'un technicien remarqua les vapeurs toxiques s'échappant des fissures microscopiques. L'organisme n'avait manifesté aucun comportement d'évasion visible. Il avait simplement exécuté son métabolisme naturel, et ce métabolisme transformait tout environnement en terrain digestible. Les spécimens les plus troublants étaient ceux qui survivaient. La plupart des organismes en isolation synaptique totale mouraient en semaines ou mois, leur système biologique s'effondrant graduellement faute de direction cognitive. Mais certains persistaient. Un guerrier tyrannide capturé sur Octarius survécut 2 ans en captivité, durée exceptionnelle qui suggérait une résilience neurologique anormale ou peut-être une connexion synaptique résiduelle que nos instruments ne détectaient pas. Durant ces 2 années, la créature changea. Sa carapace s'épaissit irrégulièrement, formant des excroissances tumorales que nos analyses identifiaient comme croissance cellulaire non régulée. Ses membres s'atrophièrent partiellement, tandis que d'autres zones musculaires se développaient selon des patterns asymétriques. L'organisme se déformait lentement, son génome exécutant des séquences de modifications sans la guidance coordinatrice de l'esprit ruche. Il devenait quelque chose entre tyrannide et tumeur, vie continuant par inertie biologique, même après que toute fonction ait cessé d'avoir un sens. Le magos ordonna l'autopsie après que le guerrier s'effondre finalement. L'intérieur révélait un chaos anatomique, organes fusionnés, système sanguin redondant développé anarchiquement, tissus nerveux proliférant en formation qui n'accomplissait aucune fonction détectable. Le code génétique tyrannide contenait apparemment des directives de croissance et d'adaptation si nombreuses que sans contrôle externe, elles s'exécutaient toutes simultanément, transformant l'organisme en démonstration biologique de ce qui arrivait lorsque l'évolution perdait toute direction. Cette découverte confirmait ce que je soupçonnais. Les tyrannides individuels ne possédaient aucune homéostasie intrinsèque. Leurs corps fonctionnèrent correctement uniquement sous guidage constant de l'esprit ruche. Retirer ce guidage ne les libérait pas. Cela révélait qu'ils n'avaient jamais été des organismes autonomes, seulement des extensions temporaires d'une volonté plus vaste. Les cuves contenaient aussi des échantillons tissulaires prélevés post-mortem, fragments de créatures trop dangereuses pour maintenir vivantes. Ces échantillons manifestèrent des comportements que nos protocoles n'anticipaient pas. Des cellules tyrannides isolées, privées de tout contexte organismal, continuaient de se diviser dans les solutions nutritives, formant des amas qui développaient spontanément des structures rudimentaires, proto-organes, formation neuronale basique, glandes sécrétoires miniatures. La vie tyrannide semblait programmée pour s'auto-organiser, même au niveau cellulaire. Chaque fragment tentant de devenir quelque chose de fonctionnel, indépendamment du tout. Je brûlais régulièrement ces cultures avant qu'elles n'atteignent une complexité problématique, mais leur persistance me troublait profondément. Nous ne pouvions même pas tuer les tyrannides complètement. Leurs composants continuaient, cherchant à accomplir des directives biologiques qui transcendaient la destruction de l'organisme hôte. Les nuits, je marchais entre les cuves, observant les créatures immobiles dans leurs prisons transparentes. Elles me regardaient parfois, leurs yeux suivant mes mouvements avec une attention qui suggérait une conscience résiduelle. Mais je savais que cette apparence de conscience était illusion. Elles ne me voyaient pas vraiment. Leurs capteurs sensoriels fonctionnaient encore, transmettant des données à des cerveaux qui ne savaient plus comment les traiter sans instructions externes. Elles existaient dans un état que je ne pouvais comparer à aucune expérience humaine, consciente peut-être, mais dépourvue de volonté propre, percevant sans comprendre, vivant sans but. Les cuves contenaient 93 démonstrations vivantes que l'existence sans autonomie était possible, que la vie pouvait persister dans un état de subordination si absolu
que la séparation de la volonté directrice transformait les organismes en coquilles animées, attendant des ordres qui ne viendraient jamais. Je documentais leur déclin avec une précision clinique, compilant des données que personne ne lirait probablement, témoignant d'agonie silencieuse que l'Imperium considérait comme simple maintenance xénose de routine. Le Magos m'assigna l'analyse comparative de relevés atmosphériques prélevés sur Tyran Primus, à intervalles réguliers durant les 6 mois suivant le retrait confirmé de la flotte ruche Behemoth. Les sondes automatiques transmettaient leurs données depuis l'orbite, scannant une planète que l'administratum avait rayée des cartes stellaires, avec l'efficacité bureaucratique caractéristique des pertes acceptées. Je m'attendais à découvrir une progression linéaire vers la stérilité, atmosphère se vidant progressivement de ses composés organiques, température se stabilisant, conditions évoluant vers un équilibre mort. Les données révélaient quelque chose de plus dérangeant. Le silence biologique s'installait avec une rapidité qui violait les modèles de dégradation écologique naturelle, comme si la planète ne mourait pas graduellement, mais s'éteignait selon un calendrier programmé. Les premiers relevés post-invasion montraient encore des traces atmosphériques de métabolisme tyrannide. Concentration résiduelle de phéromones organiques, particules mycéliales en suspension, composés enzymatiques, caractéristiques des processus digestifs de la flotte ruche. 4 semaines plus tard, ces marqueurs avaient diminué de 87%. 8 semaines après, ils étaient indétectables. L'atmosphère ne contenait plus aucune signature biologique mesurable. Pas de spores, pas de bactéries, pas même les composés chimiques qu'une biosphère laisse toujours derrière elle en mourant. Tyran Primus était devenu une sphère stérile avec une complétude qui suggérait non l'extinction naturelle, mais le nettoyage méthodique. La flotte ruche avait emporté tout ce qui pouvait nourrir, puis avait effacé les traces de son passage avec une efficacité proche du rituel. Je comparais ces données avec les relevés de 11 autres mondes post-invasion. Le pattern se répétait invariablement. Phase de consommation active durant 60 à 90 jours. Retrait tyrannide observable via la diminution des signatures biologiques orbitales, puis nettoyage final s'étendant sur 4 à 8 semaines, où même les structures organiques abandonnées, tours de digestion, réseaux mycéliens, bioconstruction temporaire, se décomposaient rapidement jusqu'à l'inexistence. Les tyrannides ne laissaient pas de ruines. Ils ne laissaient pas de fossiles de leur propre présence. Chaque invasion s'effaçait elle-même après achèvement, transformant les mondes dévorés en tablettes blanches dépourvues même de l'histoire récente de leur propre destruction. Le Magos théorisait une efficacité métabolique ultime. Pourquoi abandonner de la biomasse utilisable dans des structures permanentes quand chaque gramme pouvait être réabsorbé et transporté vers les prochaines zones de récolte? Cette explication satisfaisait la logique du Mechanicus, mais échouait à capturer ce que les données suggéraient vraiment. Les tyrannides n'optimisaient pas simplement leurs ressources. Ils restauraient activement les mondes consommés à un état pré-biologique, comme si leur présence elle-même constituait une contamination temporaire à effacer après extraction des nutriments. Je documentais ce comportement sans comprendre son but. Une intelligence capable de dévorer des planètes entières se préoccupait apparemment d'éliminer toute trace de son passage. Cette attention au nettoyage impliquait une intentionnalité qui dépassait la simple fin. Les scans de surface révélaient des paysages d'une monotonie absolue. Plus de variations topographiques créées par l'érosion biotique. Plus de dépôts sédimentaires organiques. Les couleurs elles-mêmes disparaissaient, les brins riches de sols vivants remplacés par des gris uniformes de poussière minérale inerte. Les océans s'évaporaient ou se vidaient dans des fissures tectoniques, laissant des bassins secs tapissés de sel cristallisé. Les atmosphères s'amincissaient jusqu'à devenir vestigiales, incapables de maintenir les cycles météorologiques qui caractérisaient les mondes vivants. Tyran Primus ressemblait désormais à une lune morte ayant dérivé depuis des milliards d'années dans le vide. Sauf que sa mort datait de moins d'une année, transformation catastrophique comprimée dans une échelle temporelle qui rendait visible un processus normalement étalé sur des aires géologiques. J'écoutais les dernières transmissions Vox archivées de Tyran Primus,
enregistrements capturés durant les heures finales avant que les communications cessent définitivement. Pas de batailles épiques, pas de résistance héroïque, seulement des voix décrivant le silence s'installant progressivement, oiseaux cessant de chanter, insectes disparaissant, vent lui-même semblant s'affaiblir comme si l'atmosphère perdait la volonté de bouger. Un cultivateur rapportait que ces chants n'émettaient plus aucun son. La terre elle-même était devenue muette, vidée de tous les micro-organismes dont les activités créaient les bruits subtils d'un sol vivant. Cette observation me hantait particulièrement. Les tyrannides ne tuaient pas seulement la vie visible, ils exterminaient l'invisibilité biologique qui sous-tendait chaque écosystème. Bactéries, champignons, protozoaires, toute la fondation microscopique sur laquelle les formes de vie complexes s'édifiaient. Ils ne laissaient rien, absolument rien. Les relevés finaux que j'analysais dataient de 6 mois post-invasion. Tyran Primus était devenu indistinguable d'une planète morte-née. Monde n'ayant jamais développé de biosphère. 4 milliards d'humains y avaient vécu. Des milliards d'années d'évolution biologique avaient en produit ces écosystèmes. 6 mois après le passage tyrannide, aucune analyse ne pouvait détecter que la vie avait jamais existé là. Le silence était complet, absolu, final. Je contemplais ces données avec une compréhension croissante que les tyrannides représentaient peut-être l'inverse exact de la vie telle que l'impérium la concevait. Nous construisions, préservions, cherchions la permanence même dans la défaite. Ils consumaient, effaçaient, ne laissaient que vide. L'univers contiendrait peut-être un jour des centaines de mondes morts portant cette signature. Planète transformée en monument involontaire à une fin qui ne laissait même pas de mémoire derrière elle. Le Departamento Tacticus me convoqua pour analyser les enregistrements de bataille d'une campagne de 18 mois sur Graia, monde forge mineur où les forces de défense avaient repoussé successivement 4 vagues d'assauts tyrannides avant de succomber finalement à la 5e. Les tacticiens voulaient comprendre pourquoi leurs victoires initiales n'avaient pas établi une supériorité durable. Je passais 7 semaines à examiner les enregistrements piquetés, les rapports de pertes, les données balistiques collectées par les serviteurs de combat. La réponse émergea avec une clarté dérangeante. Les forces impériales n'affrontaient pas le même ennemi à chaque engagement. Elles combattaient des itérations progressivement améliorées d'elles-mêmes, la flotte ruche transformant chaque défaite en curriculum d'apprentissage pour la vague suivante. La première invasion déployait des essaims standards, Ormagon et Thermagan en formation massive, tactique d'attrition brute comptant sur le nombre pour submerger les défenses. Les Skitarii de Graia les massacrèrent avec une efficacité routinière. Leurs armes plasma et leurs positions fortifiées créant des zones de mort que les organismes tyrannides traversaient avec une détermination suicidaire. Taux de perte tyrannide 68%. Pertes impériales, 7%. Les commandeurs célébrèrent une victoire défensive exemplaire. Je voyais déjà dans les données la préparation de leur défaite future. Chaque organisme tyrannide mort avait transmis des informations avant sa dissolution. Température des tirs plasma, disposition des fortifications, pattern de mouvement Skitarii, faiblesse exploitable dans la coordination impériale. La seconde vague manifesta des modifications qui ciblaient précisément les méthodes ayant causé les pertes précédentes. Les Ormagons exhibaient des carapaces renforcées dans les zones exposées aux tirs plasma concentrés. Des organismes volants apparurent pour contourner les positions fortifiées statiques. Les formations d'assaut évitaient les zones de mort établies durant l'engagement précédent, comme si les tyrannides possédaient des cartes tactiques détaillées du terrain. Les Skitarii adaptèrent leurs tactiques, établissant de nouvelles positions, modifiant leurs patterns de tir. Mais leurs adaptations nécessitaient des semaines de réorganisation. Les tyrannides avaient incorporé leurs contre-mesures en 16 jours entre les vagues. Pertes tyrannides, 43%. Pertes impériales, 22%. L'équation changeait. La troisième vague démontra que les tyrannides n'apprenaient pas seulement des échecs, mais optimisaient leur succès. Les organismes volants de la seconde invasion avaient réussi à pénétrer les lignes arrière. La troisième vague en déploya 3 fois plus, avec des biocanons adaptés spécifiquement
contre les défenses antiaériennes utilisées précédemment. Des lictors infiltrèrent les positions de commandement, ciblant non pas les soldats ordinaires, mais les officiers dont l'élimination désorganisait les chaînes de commandement. Les tyrannides avaient observé la structure hiérarchique impériale et compris que décapiter le commandement paralysait les forces subordonnées. Cette compréhension organisationnelle suggérait une intelligence analytique qui dépassait l'instinct prédateur. Pertes tyrannides, 37%. Pertes impériales, 41%. Le ratio s'inversait. La 4e vague révéla quelque chose de plus troublant. Les tyrannides n'adaptèrent pas seulement leurs organismes, mais synchronisaient leurs tactiques avec une précision qui imitait les doctrines militaires impériales les plus sophistiquées. Diversion coordonnée, attaques simultanées sur multiples axes, feintes stratégiques suivies d'assauts concentrés sur les points affaiblis. Les commandeurs impériaux reconnaissaient leurs propres principes tactiques retournés contre eux, exécutés par une intelligence qui avait apparemment étudié non seulement leurs armes, mais leur philosophie martiale entière. Un Magos Dominus rapportait avec perplexité que les tyrannides employèrent des tactiques tirées du Tactica Imperium, comme s'ils avaient lu et assimilé ce texte sacré. Ils ne l'avaient probablement pas lu. Ils l'avaient simplement observé en action durant 3 batailles et en avaient extrait les principes sous-jacents. La 5e vague n'arriva que 6 semaines après la 4e, délai inhabituellement long que les défenseurs interprétèrent comme opportunité de renforcement. Erreur fatale. Les tyrannides n'hésitaient pas. Ils se préparaient. Quand ils attaquèrent, ils déployèrent des organismes que les bases de données impériales ne reconnaissaient pas. Créatures hybrides combinant les capacités de multiples types connus, optimisées spécifiquement pour les conditions de Graia. Des carnifex avec une résistance thermique accrue contre les forges ardentes du monde. Des guerriers possédant des organes filtrant les toxines atmosphériques industrielles. Des thermagants dont les armes bioélectriques court-circuitaient les augmentiques Skitarii avec une précision suggérant une compréhension détaillée de la technologie du Mechanicus. La flotte ruche avait utilisé les 6 semaines pour concevoir une force d'invasion sur mesure adaptée, non pas aux tyrannides en général, mais au défi spécifique de conquérir ce monde particulier contre ses défenseurs particuliers. Graia tomba en 48 heures. Les enregistrements finaux montraient des Skitarii combattant avec une bravoure exemplaire contre un ennemi qui anticipait chacune de leurs manœuvres, contrait chaque tactique avant son exécution complète, exploitait des vulnérabilités que les défenseurs ignoraient la posséder. Ce n'était pas bataille, c'était examen final administré par un professeur qui avait observé chaque erreur durant le semestre et concevait maintenant des questions ciblant précisément les faiblesses persistantes. Je compilais mes conclusions pour le Departamento Tacticus. Les tyrannides ne possédaient là pas de doctrine militaire fixe. L'adaptation elle-même constituait leur doctrine. Chaque engagement les rendait plus dangereux. Chaque victoire impériale enseignait comment nous vaincre. La seule stratégie viable était peut-être de ne jamais les affronter 2 fois, d'exterminer chaque incursion avec une brutalité si absolue qu'aucun organisme ne survive pour transmettre ses observations. Mais cette approche nécessitait des ressources que l'Imperium ne possédait pas en quantité suffisante. Nous étions condamnés à enseigner à notre ennemi comment nous détruire, une bataille à la fois. Le Magos obtint des échantillons tissulaires prélevés sur des survivants humains extraits de zones post-invasion avant l'effondrement biologique total. 16 individus récupérés à travers 4 campagnes différentes, sauvés par des circonstances exceptionnelles. Bunkers profonds qui avaient échappé au balayage tyrannide, vaisseaux de sauvetage ayant évacué durant les dernières heures, quelques rares cas de personnes ayant simplement été négligées dans le chaos de la consommation planétaire. L'Ordo Xenos les confia aux biologistes pour examen médical avant leur réintégration dans les populations impériales. Ma tâche consistait à certifier leur pureté génétique, confirmer l'absence de contamination Xenos qui les rendrait impropres à continuer leur service à l'empereur. Ce que je découvris transforma ma compréhension de ce que signifiait survivre au contact tyrannide. Les analyses sanguines initiales révélaient des anomalies subtiles, concentration inhabituelle de certains acides aminés, présence de protéines que nos bases de données ne reconnaissaient pas, variations dans les ratios métaboliques standards.
Rien d'assez évident pour déclencher les alarmes des techniciens moins minutieux. Mais le séquençage génétique profond exposait la vérité. Chaque survivant portait des insertions génétiques étrangères, fragments d'ADN tyrannide intégrés dans leurs propres chromosomes. Les séquences étaient courtes, non codantes, selon nos analyses préliminaires, apparemment inactives. Pourtant, elles persistaient dans les cellules, transmissibles aux générations futures, si ces individus se reproduisaient. Les tyrannides avaient marqué ces humains au niveau moléculaire, gravant leur passage dans le patrimoine génétique même de ceux qui avaient échappé à la digestion physique. Je documentais les vecteurs probables de contamination. L'exposition aux spores atmosphériques durant les phases d'ensemencement. Le contact avec les fluides digestifs durant les tentatives de capture. L'inhalation prolongée d'air saturé en particules organiques tyrannides. Les mécanismes importaient moins que le résultat. Les tyrannides modifiaient génétiquement leurs proies même sans les consommer entièrement. Cette découverte suggérait que la contamination précédait toujours la consommation, les populations planétaires commençant leur transformation en biomasse tyrannide dès l'arrivée de la flotte ruche, processus graduel qui culminait dans la digestion mais qui débutait par une infiltration génétique subtile. 3 survivants manifestaient des symptômes physiques inquiétants. Croissance cutanée ressemblant à de la chitine dans les zones exposées au soleil. Modification métabolique leur permettant de digérer des matières que les humains standards ne pouvaient traiter. Une femme de tyran primus avait développé une sensibilité olfactive accrue, capable de détecter des composés chimiques que nos instruments peinaient à mesurer. Ces changements n'étaient pas mutations aléatoires. Ils représentaient des améliorations fonctionnelles, adaptations qui augmentaient la viabilité biologique des sujets. Les tyrannides ne corrompèrent pas pour détruire. Ils optimisaient même leurs victimes non consommées, recevant des améliorations génétiques qui les rendaient plus efficaces comme organismes vivants. Le Magos ordonna la quarantaine permanente des 16 survivants, pas par cruauté, mais par nécessité. Leur patrimoine génétique contaminé constituait un risque épidémiologique incalculable. Si ces insertions génétiques se propageaient dans les populations impériales, combien de générations avant que l'humanité entière porte des fragments de code tyrannide dans ses cellules? L'Inquisition classifiait cette possibilité comme scénario d'extinction potentielle. Je reçus l'ordre de stériliser les sujets chirurgicalement, puis de les maintenir en observation pour études à long terme. Aucun ne protesta. Ils comprenaient ce qu'ils étaient en devenus, vecteurs involontaires d'une contamination qui transcendait leur volonté individuelle. Les observations ultérieures révélaient que les insertions génétiques n'étaient pas statiques. Elles se propageaient lentement à travers les tissus des sujets, convertissant progressivement leur génome, cellule par cellule. Le processus avançait à un rythme mesuré en années. Transformation si graduelle qu'elle échappait à la détection sans surveillance continue. Un homme de Graia exhibait maintenant des modifications génétiques dans 47% de ses cellules somatiques, proportion ayant augmenté de 3% durant l'année écoulée. À ce rythme, il serait entièrement transformé génétiquement en 20 ans, toujours humain en apparence, mais porteur d'un génome hybride qui le classerait techniquement comme organisme nouveau si nos taxonomies possédèrent des catégories pour de telles abominations. Je contemplais ces 16 individus dans leurs cellules de quarantaine, derniers survivants de mondes morts qui portaient maintenant leurs destructeurs dans leur sang même. Les tyrannides ne les avaient pas mangés, mais les avaient marqués, transformés en archives biologiques vivantes de l'invasion qu'ils avaient subie. Chaque cellule de leur corps contenait désormais un fragment de la flotte ruche, présence microscopique qui persisterait jusqu'à leur mort naturelle et peut-être au-delà si nous permettions l'autopsie et la préservation tissulaire. Ils avaient survécu à la digestion physique seulement pour découvrir qu'ils subissaient une digestion génétique différente, plus lente mais tout aussi inexorable. L'ecclésiarchie refusait de les absoudre. Contaminés par le xénos, ils ne pouvaient recevoir les sacrements complets. Le Mechanicus refusait de les augmenter. Leur chair impure corromprait les implants sacrés. L'administratum refusait de les employer. Leur productivité potentielle ne justifiait pas le risque de contamination. Ces 16 humains existaient dans un état liminal, ni pleinement humains, ni vraiment xénos.
survivant d'une consommation qui continuait à une échelle moléculaire que la plupart ne pourraient jamais percevoir. Je documentais leur déclin progressif, mesurant l'avancement de leur transformation cellulaire, témoignant silencieux de ce qui survivait vraiment à la digestion tyrannide. Rien d'intact, seulement des fragments portant la signature de ce qui les avait presque détruits. Mes supérieurs m'informèrent de mon transfert imminent vers Segmentum Obscurus. Les ordres venaient de l'Ordo Xenos, accompagnés de commandations masquant la vraie raison. J'avais vu trop, documenté trop, compris trop pour demeurer sur un monde forge où ma connaissance pouvait contaminer d'autres esprits. Le Magos Vétrin m'accorda 72 heures pour compiler mes archives, privilège reconnaissant tacitement que mes observations possédaient une valeur dépassant les rapports officiels. 10 années d'études m'ont appris que les tyrannides ne sont pas ce que l'Imperium prétend. Nous les classifions comme Xenos, terme suggérant qu'ils obéissent aux mêmes règles biologiques que toutes les autres formes de vie. Cette classification rassure car elle implique naissance, reproduction, évolution, mort. Mais chaque dissection démontre que les tyrannides transcendent ces catégories. Ils ne sont pas une espèce. Ils sont un processus, un phénomène biologique utilisant la chair comme médium de la même manière que le warp utilise la réalité matérielle. Les commandeurs demandent comment les vaincre. Question erronée. On ne vainc pas un processus. Chaque bataille leur enseigne nos méthodes. Chaque monde défendu révèle nos capacités. Nous combattons un adversaire qui devient plus fort parce que nous résistons, transformant notre excellence martiale en curriculum pour leurs adaptations futures. Les théologiens demandent s'ils possèdent des âmes. L'esprit ruche manifeste une conscience qui rend notre concept d'âme individuelle inadéquat. Des milliards d'organismes pensent simultanément comme partie d'une intelligence distribuée. Les tyrannides ne sont ni démons ni bêtes. Ils occupent un territoire conceptuel que l'ecclésiarchie refuse de reconnaître, car son existence questionne les axiomes de la foi impériale. Les magies demandent comment reproduire leur efficacité. Question la plus dangereuse. La tentation d'imiter ces capacités hante chaque technoprêtre ayant étudié leur système. Mais cela nécessiterait d'abandonner ce qui nous rend humains, autonomie, volonté personnelle, le concept que nos vies possèdent une valeur au-delà de notre utilité fonctionnelle. Ce que je sais maintenant, les tyrannides représentent peut-être l'avenir inévitable de toute vie suffisamment avancée. Une existence ayant transcendé les limitations de l'individualité, éliminé le gaspillage, optimisé chaque processus jusqu'à l'efficacité parfaite. Cette pensée me terrorise, car elle suggère que notre lutte n'est pas guerre contre des envahisseurs, mais résistance contre une logique évolutive universelle. Les cuves seront vidées après mon départ. Mes notes rejoindront des archives où elles attendront peut-être des siècles. Le Magos continuera ses dissections. L'Imperium continuera sa guerre. Les tyrannides continueront leur consommation méthodique de la galaxie, indifférents à nos résistances. Je quitte ce poste comprenant moins qu'à mon arrivée. Les tyrannides demeurent absolument, irréductiblement étrangers. Cette étrangeté constitue peut-être leur arme la plus efficace. Notre incapacité à les concevoir garantit que nous ne pourrons jamais vraiment les combattre. Nous documentons, nous classifions, nous résistons, mais nous ne comprenons pas.